Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 6 mètres. Toute l'actu du foot en Nouvelle-Aquitaine, c'est ici ce soir, nous sommes mardi et voici nos deux spécialistes de cette émission. Il s'agit de Nicolas Paolorsi, doit-on encore le présenter? Pilier vous de cette me émission. beaucoup trop à chaque fois. Pilier footballistique, journaliste à RMC Sport. Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous. À vos côtés, Clément Carpentier, qui devient lui aussi un habitué de ce plateau football, journaliste à 20 J'essaie de mettre à sa hauteur. Salut Clément, ça va? Salut. Tout va bien? Ouais, oui. Vous avez passé un beau week-end de foot? Oui, plutôt bon, pas Ils sont mal. mignons tous les deux. Allez, on va en parler. Voici les débats et le menu de ce mardi soir. La Ligue 1, fin de série pour Bordeaux battu à Lyon et qui doit réagir dès demain soir face au leader lillois. En est-il capable? Vous allez nous le dire. En Ligue 2, Pau respire encore. La victoire de l'espoir pour les Béarnais. C'était le week-end dernier à Guingamp. On parlera Mercato qui a fermé ses portes le marché d'hiver ce lundi soir avec quelques mouvements mais pas beaucoup. Et enfin, nous évoquerons la Coupe de France qui est bien repartie le week-end dernier. On verra dans quelles conditions. La Ligue 1, tout d'abord, messieurs, on va revenir avant de parler de Bordeaux-Lille sur la défaite cruelle des Girondins à Lyon, concédée dans le temps additionnel, 2-1. Clément Carpentier, on commence avec vous. Beaucoup de regrets face à un petit Lyon? Ah oui, à la place de Jean-Louis Gasset, on peut avoir les boules, comme on dit, parce que clairement, le minimum pour les Girondins de Bordeaux, c'était de repartir avec 1 point, voire les 3 points, surtout sur la deuxième période, et même sur la globalité du match, parce que Lyon en face n'a pas montré grand-chose, mais c'était aussi parce que Bordeaux était bien en place, et surtout Jean-Louis Gasset a remporté la bataille tactique, on peut dire, face à Rudy Garcia. Malheureusement, il y a ce but à la dernière minute qui vient un peu gâcher tout. Maintenant, on espère surtout qu'il n'aura pas de conséquences à plus long terme et qu'il va stopper cette équipe qui était vraiment bien lancée et qui a fait vraiment un match de très haut niveau. Alors, fin de série, Bordeaux qui est resté sur 3 victoires consécutives. Est-ce que les Girondins n'ont pas affiché leur limite habituelle face à une équipe d'un niveau supérieur, même si Lyon n'était pas dans un grand soir? Laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît. Manque d'efficacité offensive. On pense à ce ballon raté par Rémi Houdin à la fin et cette absence défensive sur le but de la dernière minute, 80 mètres. Est-ce que Bordeaux, plus sérieusement, n'était pas un peu face à son plafond de verre? Non, je pense pas. Je pense que Lyon a eu une réussite maximale. Le but de Dubois, ok, il y a peut-être un oubli défensif de Maxime Pounget. Pas que lui. D'accord. Il y a du monde. Oui, voilà. Sur le centreur, Maxwell Cornet, on aurait pu intervenir de façon différente aussi. Mais je pense que Dubois, il la retente 350 000 fois dans son jardin. Elle part 3 fois dans la forêt. Enfin, voilà, c'est bon, c'est. C'est un but magnifique. Non, mais c'est un but magnifique, mais il a beaucoup de réussite. Ce qu'il faut noter, c'est que les Girondins, dans le contenu, c'est la première fois que face à un gros, ils rivalisent. Parce qu'ils avaient embêté Rennes, ils avaient embêté le PSG. Et quoique face à Paris, le contenu n'avait pas été mauvais. Mais quand même, on a vraiment la sensation que c'est la première fois qu'ils sont au-dessus d'une équipe qui vise le titre en Ligue 1. Donc ça, c'est ultra positif. Il y a des joueurs qui continuent à s'affirmer. Yacine Adli a enchaîné. Il a été très très bon. Voilà, il enchaîne. Même Thomas Bajic, au milieu, monte un peu en puissance. C'est pas dur. Non, Clément c'est sûr. Carpentier, vous partagez la liste de Nicolas. Bordeaux monte en puissance, même si le score a été défavorable. Ce que dit Nicolas est très intéressant. En fait, ils avaient été déjà bons dans le contenu, mais contre des équipes, on va dire, de milieu de tableau, voire de bas de tableau. Donc c'était difficile à juger. Mais à chaque fois qu'ils arrivaient face à des grosses équipes, à part à Rennes, où ils ont passé 80 minutes à défendre, on a senti vraiment un contenu intéressant. Où, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très peu mis en difficulté par l'Olympique Lyonnais quand même. On est avec la deuxième meilleure attaque du championnat, qui met but sur but, qui venait d'en mettre 5 à Geoffroy Guichard dans le derby. Donc c'était intéressant aussi à ce niveau-là, c'est que collectivement, ils ont répondu présent. Après, en effet, ce qui fait la différence dans ce genre de match, Nicolas, vous en avez parlé, c'est les qualités individuelles des joueurs. Et d'un côté, vous avez un attaquant qui rate un face-à-face face à un très bon gardien, il faut le dire, qui fait une bonne sortie. Puis de l'autre, vous avez un international français qui met une demi-volée dans la lunette de Benoît Costil. Donc, même si dans son jardin, il doit la mettre, j'ai oublié le nombre. Oui, il arrêtera toujours. Bordeaux-Lille, ce mercredi soir, ça enchaîne dès demain. Le leader lillois, du même tonneau que Lyon ou un cran au-dessus encore? Ça sera à domicile pour les Bordelais. Non, du même tonneau que Lyon. Après, ce sont deux équipes différentes, voilà, avec des schémas tactiques différents, avec des qualités de joueurs qui sont bien différentes pour moi. Lille a énormément de percussions devant, n'a peut-être pas le même leader technique que pourrait avoir Lyon avec Memphis Depay, même s'il y a Ziche, l'international turc qui est très intéressant. Très bon joueur. Je pense que c'est l'équipe qui est la plus costaud, entre guillemets, parce que, et on en parlait en conférence de presse avec Jean-Louis Gasset hier, c'est une équipe qui s'est énormément imposée à 1-0 Lille. C'est-à-dire que même quand ils sont pas
pas très bons, justement, eux, pour le coup, dans leur contenu, et c'est là qu'on voit aussi une grande équipe, c'est que même quand ils sont pas très bons, ils arrivent à provoquer la réussite, le petit coup du sort qui va faire basculer le match, et ils arrivent à gagner ces matchs-là. Donc, dans la solidité, c'est peut-être, en effet, plus costaud que Lyon, même si Lyon peut être aussi flamboyant. Franchement, ça se vaut sur le papier, et ça va être un deuxième très bon test pour Bordeaux. Bordeaux capable de battre Lille ou pas, Clément? Je dirais que j'étais plus optimiste avant d'aller à Lyon qu'avant Lille, parce que Lille, c'est vraiment... Il se mouille pas là. Mais il va expliquer. Lille, c'est vraiment très très costaud, comme le dit Nicolas. Et pour le coup, Bordeaux, c'est souvent une équipe qui fait des bons matchs aussi quand il y a des espaces, quand ça va d'un but à l'autre, quand Hatem Ben Arfa, justement, a des espaces pour lui et les autres attaquants. Donc là, j'ai un peu peur qu'on soit dans un match assez, on va dire, tactique et stérile. Je l'espère pas, évidemment, mais je trouve que Lille, c'est plus costaud, quoi. C'est au-dessus. Alors après, à Lille, il me semble qu'il y aura une absence importante. C'est Benjamin André qui sera suspendu au milieu de terrain. Ouais, ça, c'est une et absence pour de le taille. coup, au-delà d'être un très bon joueur de football, c'est un peu l'âme de cette équipe, met des coups, avec quand même. Fonte. C'est la boyeur. Ouais. Voilà, met des coups, quand même, aussi, hein. il met des coups. Ça, il fallait pas trop le dire. Si, mais moi, je le dis, mais des coups. Comment ça, Ajaccio, Benjamin André? ouais, voilà, c'est là où il a appris ça à faire ça, je pense. Mais du coup, C'est un joueur essentiel de Lille. Hein. un joueur essentiel, voire capital au milieu de terrain. Donc évidemment, il ne sera pas là. Bon, ils ont évidemment de la réserve sur le banc, c'est pas la question, mais il faudra voir parce que je pense qu'il manquera aussi encore Yilmaz qui est peut-être blessé devant demain soir. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça peut quand même le faire pour les Girondins. Alors Bordeaux-Lille en Ligue 1, c'est ce mercredi dès demain soir à 19h. Autre déplacement, en tout cas autre rencontre de la semaine pour les Bordelais, ça sera dimanche à 13h à Brest avant une autre semaine importante en Coupe de France face à Toulouse et contre Marseille en championnat. Évoquons la Ligue 2, messieurs, pour parler du Pau FC. On les croyait condamnés déjà à la descente. Ils le sont peut-être encore, en tout cas à tort en ce moment, car le Pau FC a de la ressource. Victoire 3-2 à Guingamp lors de la 22e journée le week-end dernier. Est-ce que c'était la victoire de la dernière chance? En tout cas, oui, c'était un succès très important. Un match capital à cibler parce que Guingamp n'est pas bien et que c'est un concurrent direct pour le maintien. Elle est surprenante, cette équipe de Pau. Franchement, mais à chaque fois que j'ai l'impression qu'on fait un thème sur Pau, je vous dis la même chose. Mais c'est vrai qu'elle est surprenante parce qu'on pourrait se dire... Non, vous avez beaucoup d'arguments, Nicolas. Non. Ouais, Je ne peux pas vous laisser dire ça, vous avez beaucoup d'arguments. c'est vrai, j'en ai beaucoup. Non, mais c'est une équipe qu'on a du mal à jauger, qui est capable de passer complètement à travers. Par contre, elle est capable de se mobiliser sur certaines rencontres clés. Et ça, c'est super intéressant. Elle marque des buts, là encore. Donc, ça veut dire qu'offensivement, Didier Tolo arrive à trouver des solutions. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire que mentalement, c'était compliqué. Ils n'étaient pas sur une bonne série et tout ça. Et à chaque fois, ils arrivent à rebondir. Et quand on connaît la difficulté de la Ligue 2, l'adversité qu'il peut y avoir dans ce championnat tous les week-ends, je me dis qu'avec ces valeurs-là, pourquoi pas? Maintenant, il va falloir vraiment commencer à faire une série parce que devant, mine de rien, ça va vite. C'est un championnat super homogène. 4 à 5 points de retard sur l'équipe de devant. Donc il faut faire une petite série, quoi. C'est trop, 4 à 5 points de retard là? Pas fin janvier, mais début mars, si c'est toujours le cas, voilà. là, ça sera très compliqué, quoi. Après, c'est vrai qu'il a trouvé une solution, c'est déjà ils mettent des buts, parce qu'ils n'y arrivaient pas en début de saison, et c'était là que c'était compliqué, parce que souvent, ils perdaient beaucoup de matchs 1-0, et du coup, c'était compliqué. À chaque fois qu'ils prenaient le premier but, en gros, c'était terminé, on plie et on rentre à la maison. Là, pour le coup, ils mettent des buts, ils vont s'imposer chez un concurrent direct. Pour le coup aussi, je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, ils sont dans une phase beaucoup plus positive que l'équipe qu'ils ont joué ce week-end, par exemple, ou par exemple un club comme Guingamp, là ça va vraiment très très mal aujourd'hui. Donc c'est ça qui peut aussi encore les sauver, c'est que mentalement et dans l'état d'esprit, ils sont encore là, et donc ils peuvent le faire, On n'est que début février. Mais attention, là, comme vous dites, il va falloir commencer à gagner quelques matchs et à faire une série surtout. Et non plus que ça, les Palois, si vous êtes éliminé en Coupe de France l'autre jour, Pau qui joue dès ce soir, ce mardi soir, qui rejoue en Ligue 2 face à Amiens au Hameau. Amiens qui était en milieu de tableau, vous parliez de série et d'enchaînement. C'est un peu le match à ne pas rater ce soir. Surtout les matchs à domicile, face à une équipe Amiens qui est pareil, qui est en reconstruction, après sa descente en Ligue 1, on a du mal. Sur le papier c'est supérieur à Pau, il n'y a pas de souci, mais là maintenant il va falloir battre des gros aussi s'ils veulent se maintenir, parce qu'on a vu que dans ce championnat, le dernier est capable d'aller faire un résultat sur un membre qui est dans le top 7, donc non, il faut gagner, il faut enchaîner, il ne faut pas perdre en tout cas. C'est typiquement le genre de match qu'il ne faut plus perdre, qu'ils ont perdu en première partie de saison, souvent peut-être juste d'un but, mais là pour le coup il faut vraiment plus les laisser passer. C'est minimum un match nul et évidemment le mieux ça serait 3 points, surtout face à Amiens. Amiens c'est un coup bien, un coup pas bien, donc on va dire que là il faut vraiment saisir cette opportunité pour enchaîner aussi comptablement, quoi. Pau FC qui reçoit ce soir donc Amiens en Ligue 2. Pau FC qui cherche à confirmer en tout cas sa victoire à Guingamp, à se donner non pas de l'air mais à recoller avec les équipes devant elle, et avec 4 et 5 points de retard, ça
ne laisse pas beaucoup de droit à l'erreur pour les Palois. Niort, pour info, le week-end dernier, a fait match nul contre le Havre. Niort, milieu de tableau, la place de Niort. Oui, comme d'habitude. Complètement, la place de Niort. Exactement, c'est ça. Pas de crainte, pas de... Un jour, peut-être qu'ils feront une saison flamboyante et ils arriveront à jouer la montée, mais voilà, ils sont jamais en danger, mais en même temps, ils sont jamais tout en haut. Ils jouent contre le Havre, qui est à peu près dans la même situation, on va dire, et donc... ça fait un bon match. Et Niort qui essaie de reconstruire et pourquoi pas à terme d'arriver en Ligue 1 dans quelques saisons. On aura l'occasion d'en reparler. On va parler du marché des transferts qui s'est officiellement terminé ce lundi soir. Il s'est passé des choses à minuit. Oui, on en a beaucoup parlé ici, mercato de janvier. On va parler des Girondins. Il s'est passé des choses aux Girondins. Pablo est parti pour 2,5 millions en Russie. Il y a eu le prêt de série sans option d'achat. C'est ce qui était bouclé ce lundi. Mercato, qu'est-ce qu'on peut dire? Calme ou on s'attendait à plus de départs côté bordelais? Voilà. La grosse mission du directeur sportif, c'était de dégraisser. Et pour le coup, il n'y a pas eu énormément de départs. On pense à des joueurs comme Nicolas Depréville, Youssouf Sabali, Jovanovic, Mecher, Punje, Maxime Punje. C'est des joueurs à qui... on aurait imaginé... Ils sont en fin de contrat cet été. Qui sont en fin de contrat, mais il fallait leur trouver une porte de sortie pour essayer de faire un petit peu d'argent, ce que le club a fait avec Pablo, par exemple. C'est pas les mêmes valeurs marchandes non plus, ce sont pas des joueurs qui sont aussi bankable, on va dire, sur le marché des transferts. Mais bon, voilà, on n'a pas dégraissé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un coup dur, la blessure d'Ottavio, et que le club a été ultra réactif et a su faire un beau coup. Alors, attention, on verra série, on va attendre de voir. Si c'est le série de Nice, voilà. c'est très bien. Mais si c'est le série de Fulham qui n'a pas joué un match de Première Ligue et qui est un peu hors de forme, ça va être compliqué. Mais sur le papier, en tout cas, le club a été inspiré à ce niveau-là. Oui, c'est sûr qu'il y a le point négatif, c'est que finalement, le club n'a pas réussi à dégraisser. Alors après, il faut dire qu'Alain Roche n'est pas aidé par ses joueurs, ou même Jean-Louis Gasset. Et par leur contrat aussi, non? Et voilà, et par leur contrat aussi, par les salaires qui touchent à Bordeaux. Qui ont été signés, les salaires, comme vous dites, qui ont été... mis sur la table au moment des signatures, mais ils ne sont pas aidés par des joueurs qui ne jouent pas vraiment le jeu, parce qu'en en fait, à part Jovanovic, les autres n'ont même pas essayé de chercher des portes de sortie. Donc c'est très compliqué aussi pour le directeur sportif. D'ailleurs, ça se posait déjà pour le directeur sportif précédent et l'entraîneur précédent, qui avait déjà les mêmes problématiques. Donc bon. Après, Nico, il faut qu'on n'oublie pas une donnée, c'est qu'il y a des marchés des transferts qui sont qui se ouverts dans les pays de l'Est, notamment au Moyen-Orient, et donc il y a peut-être... La Russie, je crois aussi. Oui, la Russie surtout. Et surtout la Russie. Et il y a donc moyen pour le club de vendre des joueurs dans ces pays-là encore. Après, c'est sûr que la très bonne nouvelle, c'est quand même qu'ils ont pris un remplaçant, Ottavio, parce que quand on a vu Ottavio gravement se blesser, on avait quelques doutes quand même. Ottavio, série qui est à l'isolement cette semaine. Toute la semaine. Suivi du protocole sanitaire, qui ne jouera pas avant Toulouse en Coupe de France dans une semaine, a priori. Je sais pas. Ça sera peut-être un peu juste en Coupe de France, mercredi 10 ou pas? La quarantaine, elle a dû... c'est une septaine du coup. Ouais, c'est une septaine. Cette jaune. Elle devrait prendre fin samedi, normalement, vu que série a mis le pied en France même samedi. Vendredi. Voire vendredi. Peut-être à Brest dans le groupe. Il peut être dans le groupe à Brest. Il peut être dans le groupe. Pour l'intégrer, ça peut être une solution. Maintenant, avant de jouer, ça peut être compliqué. De toute façon, c'est sûr qu'il jouera en plus le match d'après contre Toulouse, parce que je crois que Thomas Basic est suspendu pour cette rencontre. Donc là, pour le coup, Jean-Louis Gasset devrait le lancer dans le grand bas. Mais d'ici là aussi, il va falloir voir comment il s'entretient. Jean-Louis Gasset disait hier justement qu'ils allaient essayer de l'entraîner à son hôtel ou de trouver un endroit pour lui faire des exercices physiques pour quand même qu'il se remette dedans et tout, et qu'il n'arrive pas non plus sans entraînement. Bon, c'est assez compliqué quand même comme situation, mais bon, c'est les règles du jeu et il faut la respecter. On pourrait parler de Jimmy Briand et son contrat, son salaire à évolution en fonction de son nombre de matchs, mais moi je voudrais qu'on se projette plutôt sur la fin de saison. Et est-ce qu'elle a déjà commencé la construction ou la reconstruction à Bordeaux ou pas? C'est difficile à dire. Moi, je pense que... Ça sera le chantier du printemps. Ouais, mais Jean-Louis Gasset a dit quelque chose de très juste. Il nous disait ça déjà il y a 3-4 mois. Il nous parlait de casser ce groupe. Et je pense que là, en effet, il faut qu'on arrive à un stade où on casse ce groupe et où on se délaisse de certains contrats, de certains joueurs. C'est compliqué. Le groupe est pléthorique. Il y a énormément de joueurs qui jouent pas. Lui, il l'a dit. Mentalement, pour lui, c'est pas facile à gérer. Humainement, c'est difficile à gérer. Donc, je pense qu'il faut vraiment se séparer de ces joueurs-là. Et là, après, OK, on parlera de reconstruction. Maintenant, c'est vrai qu'on a amorcé un petit peu le truc. Il y a des jeunes qui commencent à pointer le bout de leur nez. Traoré, Bakwa, Sekou-Mara, qu'on pourrait voir un petit peu plus dans les prochaines semaines. Donc, oui, à ce niveau-là, oui. Maintenant, il n'y a pas vraiment de cassure, quoi. Après, il va y avoir une cassure qui va être naturelle, c'est tous les fins de contrat. Puisque, à part Youssouf Sabali aujourd'hui, qui a peut-être une petite chance
de prolonger. Et encore, lui, je ne sais pas quelle est sa position sur le sujet. Il est très performant. Hein. Quand il est voilà. en fin de contrat, il est toujours performant. Lui, pour le coup, il joue le jeu et il prouve que. Mauvaise langue. Non. C'est fou. Quand il était prêté à Bordeaux, il était très bon déjà, Youssouf Sabaly. À chaque fois. C'est ça. Mais en tout cas, il va y avoir une cassure naturelle, comme le disait Nicolas. Donc forcément, il y a des joueurs qui vont partir. Après, il y en a sûrement d'autres qui vont aussi quitter le navire. Et là, on pourra vraiment reconstruire. Après, c'est cet été, vraiment. Après, reconstruire avec quel moyen, Nicolas? Si vous avez fait un petit chèque, faites un petit chèque aux Girondins de Bordeaux, si vous voulez. Non. Et, si tu gagnes au loto, mais une cagnotte Litchi. Mais plus sérieusement, la reconstruction bordelaise sera compliquée, limitée par des finances exsangues, voire complètement dans le rouge. Ouais, mais il y a des jeunes. Vous savez, la reconstruction, ça peut passer par des jeunes aussi. Voilà. On a vu des clubs aussi qui ont lancé des générations, qui ont vendu 1 ou 2 joueurs. Derrière, bon, ça peut passer par les jeunes. Déjà, ils ont stabilisé le club au niveau institutionnel, avec un directeur sportif qui est en place, qui se débrouille plutôt pas trop mal aujourd'hui, surtout un entraîneur qui fait de l'excellent boulot, on peut dire ce qu'on veut, et son staff. Donc déjà, ça c'est une première étape. Après, il faut passer sur l'effectif. Moi, la seule chose dont j'ai peur dans les prochains mois, c'est que le club soit racheté et que du coup, on soit obligé de repartir complètement à zéro et que là, malheureusement, il n'y aura plus rien de... Ça ferait plaisir à Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui n'a pas trop les fonds d'investissement à la tête. France. Alors, le 6e tour s'est enfin déroulé le week-end dernier. La suite va se dérouler dans les prochains jours. 11 matchs en Nouvelle-Aquitaine. Alors, les qualifiés, les Genêts d'Anglet, Aviron-Bayonnais, Lège-Cap-Ferré, Billère, Trélissac, le Stade Poitevin, Saint-Liguerre, Panazol, c'est une équipe de la Haute-Vienne, Mérignac-Carlac. Globalement, ça s'est joué. De mémoire. J'ai travaillé un peu. Vous bossez, vous, hein 7500, vous la préparez, l'émission. 7 500 € par club qualifié. C'est toujours ça dans un compétition. Mais quand même. Non, mais déjà, un grand coup de chapeau à ces clubs-là qui ont su s'adapter au fameux protocole dont on a parlé la semaine dernière et qui est quand même... 2 tests par semaine, qui est ahurissant. C'est des joueurs pros, en fait. C'est pire que des joueurs pros, même. Je crois pas que les joueurs pros aient un test le jour du match. Les joueurs pros n'ont pas de test antigénique à faire le jour du match, ils n'ont que le PCR à faire. Mais bon, voilà, donc bravo. Il y a quelques clubs qui ont déclaré forfait, mais ça n'a pas été la majorité, donc ça prouve que tout le monde a envie de jouer cette compétition, donc ça c'est super. Je crois qu'il n'y en a que 8 sur l'échelle nationale, les clubs qui ont déclaré forfait. Donc oui, après, vous savez, la Coupe de France, là, 7e tour, il y a cette perspective peut-être de tomber sur un club pro dans pas trop longtemps. C'est la seule échéance pour ces clubs amateurs, puisqu'il n'y a pas de championnat, donc ils mettent tout sur la Coupe de France. C'est toujours une belle aventure, même si on l'a dit, cette année, ça sera une compétition forcément particulière, sans le public. Vous n'avez personne au stade, les conditions d'entraînement. Il y a certains clubs qui s'entraînent même pas dans la semaine, parce qu'avec le couvre-feu, ils peuvent pas. Ou très tôt le matin, 6h du matin. Voilà, il y a même des clubs de ça forme la jeunesse, ça. Il y a des clubs de National 3 qui vont s'entraîner une fois le samedi ou une fois le dimanche. Non, mais oui, c'est très compliqué, quoi. On s'en sort parce qu'on doit s'en sortir, mais bon, peut-être qu'il aurait été mieux de l'annuler, quoi. Après, financièrement, comme vous le dites, pour le coup, c'est quand même un joli chèque pour tous ces clubs de prendre cet argent pour notamment cette saison, voire la saison d'après. Pour compenser le manque de licenciés des futures saisons. À mon avis, cet été, ça va être compliqué pour tous les clubs de sport. 7 500 €, c'est évidemment rien pour un club pro, mais pour un club amateur de la Régionale 1, il n'y a pas de recettes depuis 3 mois, qui joue sans public, et les sponsors ne viennent pas, c'est important quand même. Alors pour vous, c'est pas grand-chose, mais sinon, pour l'ensemble des clubs de la région, oui, c'est énorme. Non, c'est vrai que c'est assez important et surtout quand vous allez passer les tours, vous allez en retoucher un après. Donc voilà, oui, c'est. Non, mais il va y avoir beaucoup de choses à faire pour la saison prochaine pour tous ces clubs parce que là aussi, on parlait de restructuration du côté de Bordeaux, mais comment compenser ces fameuses pertes de licenciés, comment aller chercher de nouveaux pratiquants pour l'année prochaine. On peut imaginer que si jamais la France gagne l'Euro de foot, il y aura quand même un engouement comme à chaque fois, mais c'est pas dit. Non mais je sais pas. Non mais j'essaie de me projeter à la place de ces clubs parce qu'il va falloir aussi faire face, racheter du matériel, sachant que des clubs de National 2, National 3, ils ont quand même de la billetterie, ils font payer des entrées au stade à chaque fois. Il y a quand même une petite billetterie qui leur permet de vivre aussi et d'alimenter leur catégorie de jeunes, de payer leurs éducateurs. Donc il va falloir gérer tout ça. Puis après, ça fait aussi du bien aux joueurs qui n'ont pas joué. Alors évidemment, jouer quand même aussi. Voilà, c'est ça aussi. Le plaisir de faire un match de foot pour ces joueurs qui n'ont pas joué de la saison, qui s'entraînent, qui peuvent quand même s'entraîner depuis un petit bout de temps. Mais ils bricolaient pour s'entraîner. On a vu certains s'entraîner à 6h30 du matin, d'autres les samedis, le week-end, le matin du match. C'est un peu ça part mais ils jouent dans tous les sens. Mais il y a des sports où vous jouez pas. Ouais, exactement. Ça c'est vrai que les sports de salle, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué, notamment au niveau amateur. Donc c'est plutôt une bonne chose de ce côté-là, quoi. Ça fait du bien, ça permet de s'aérer l'esprit parce qu'il faut savoir
savoir que ça dure quand même depuis un petit bout de temps maintenant pour tout le monde et on le sent même dans la société, au-delà du sport, que ça commence à devenir long. Donc au moins, il y a des gens qui ont pu s'aérer l'esprit cet été avec ce week-end avec leurs copains et tout. Donc au-delà des clubs, ça fait aussi du bien à tout le monde, on va dire. Et la Coupe de France qui doit reprendre tous les week-ends jusqu'au 22 février, 23 février, avec les retrouvailles pour les rescapés avec les clubs professionnels à partir des 16e de finale. C'est normalement, évidemment, sous toute réserve avec l'évolution de la pandémie, prévu les week-ends des 6 et 7 mars. Merci beaucoup Clément Carpentier, Merci, journaliste à 20 minutes, Nicolas Paolorsi, confrère journaliste d'RMC Sport, d'être venu sur le plateau ce mardi soir. Et on rappelle ce soir Pau qui joue en Ligue 2 contre Amiens. Et demain soir, les Girondins qui jouent face à Lille. Vacances oblige, on se retrouve dans 3 semaines, le 23 février. D'ici là, portez-vous bien. Besoin de repos. Ciao, ciao. Ouais, on en a besoin. Bye, à bientôt. Merci, ciao, ciao.